Bonjour tout le monde, je me permets de faire cette vidéo pour apporter ma modeste contribution à la question qui a été posée par un de nos camarades, à savoir comment formuler un béton B25 dont la résistance à la compression avec 8 égale à 25 mégapascal. Bon, face à cette question, beaucoup de réponses ont été apportées. Elles étaient plus ou moins pertinentes. Bon, on ne va pas entrer dans le commentaire de ces réponses, mais tout ce qu'on va faire, en fait, c'est tout ce que je vais faire, c'est juste de faire des petites remarques. Donc, la première remarque qui a été faite, c'est que, bon, en fait, c'est d'abord le copier-coller qui a été fait, sans toutefois tenir compte de l'environnement dans lequel l'ouvrage devait être réalisé. Donc, je pense qu'avec cette méthode-là, on risque de faire du n'importe quoi. Bon. Et la deuxième chose, en fait, la deuxième remarque, c'est qu'il n'y avait pas de solution assez concrète qui avait été proposée. Donc juste des petites recommandations qui ont été faites. Bon, je dis pas que cela a été mauvais. Bon, c'est juste que je remarque tout simplement que on reste encore dans le cadre du copier-coller. Donc rien n'a évolué. Et avec ça, après 10 années sur le terrain, je pense pas qu'on peut se prévaloir d'avoir une expérience à la fabrication du béton, tout simplement. Donc, tout ce qu'on aura fait pendant tout ce temps, ce sera d'avoir fait du copier-coller, d'avoir fait ce que l'autre a fait, tout simplement. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que je me suis permis de faire? Donc, j'ai divisé la vidéo en deux parties. Bon, la première partie, on va juste faire un tour complet sur les paramètres à prendre en compte pour la formulation du béton, tout simplement. Et dans une deuxième partie, on va faire, en gros, je vais faire un exemple assez concret. Donc, de la formulation jusqu'à l'essai d'écrasement, tout simplement. Et là, je vais vous montrer dans cette partie-là les petits paramètres à prendre en compte pour atteindre des résistances vraiment souhaitées, des résistances supérieures même à 30 mégapascal si vous. Ouais, on va dire ça comme ça. Bon, pour atteindre des résistances assez satisfaisantes. Donc, et aussi, en fait, une remarque également que je devais également apporter, c'est il fallait saluer la pertinence des réponses, en fait, des questions qui étaient soulevées par Serge Merlin. Je pense qu'il était le seul à poser des questions, à soulever des points clés. Et c'est sur ces points clés-là, et c'est réellement sur ces points clés-là qu'il fallait se baser pour formuler les bétons. On verra ça tout à l'heure. Donc, ainsi, donc, pour la fabrication des bétons, qu'est-ce qu'on a besoin? En tant qu'entrepreneur, je pense que, comme on dit souvent, on n'arrête pas, en fait. L'école ne s'arrête pas après le diplôme, tout simplement. Donc, on apprend chaque jour. Donc, du coup, vous allez vous munir des normes, tout simplement. Des articles, bon, ouais, vous allez également lire des articles si vous avez assez de temps. Je pense que vous devez consacrer aussi un peu de temps à lire des articles. Des livres également. Et enfin, une feuille Excel. Et enfin, à la fin de la vidéo, on verra pourquoi on va utiliser la feuille Excel. Donc, comment formuler proprement notre béton? La première des choses, c'est l'environnement de l'ouvrage au cours de son fonctionnement. Parce que là, il y avait une question qui avait été, en fait, pas une question, une réponse, il y avait quelqu'un qui a dit un béton B25 utilisé pour la fabrication des dalles peut être utilisé pour la fabrication des bordures, si je me rappelle très bien. La réponse pas tout à fait vraie. En fait, on ne voit pas une réponse, mais une affirmation qui n'est pas vraie. On va voir ça tout de suite. Ok, donc pour illustrer cela, j'ai utilisé ces deux tableaux. Donc, du coup, à ma droite, là, vous allez voir les classes d'exposition. Bon, là, vous allez voir une coupe sur un bâtiment et là, vous allez voir une coupe sur un pont. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les différentes classes d'exposition, le XC1, le XC2, le XC3, le XD, partagé jusqu'à XF4. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on va prendre le cas des poteaux et des dalles de l'intérieur du bâtiment, classe d'exposition XC1. Le cas, par exemple, des radiers
par exemple des planchers au niveau de sous-sol, des voiles au niveau du sous-sol, vous voyez classe d'exposition XC4 à XC3. Vous voyez, pour les même chose pour les piles. Bon, pour les pieux, c'est pour les pieux de pompe XC2. Vous voyez, même pour le balcon, on est à une classe d'exposition XC4 pour un bâtiment. Donc, on remonte à la photo qui est à la gauche et on va voir la signification de toutes ces classes d'exposition. Donc, X1, par exemple, c'est sec ou humide en permanence. Donc, mettons l'intérieur de bâtiment. Le XC2, c'est humide, rarement sec pour les fondations. Et là, le XC3, bon, là, on ne va pas tout le citer. Donc, comment on va alors prendre en compte ça? Vous voyez déjà que la classe d'exposition, ça diffère déjà dans le bâtiment. Pour mieux illustrer, pour mieux comprendre pourquoi on a projeté cela, on va faire un tour dans la norme. Ouais, c'est ça. Là, tout à l'heure que je parlais de Saga Web, donc là, c'est le site officiel où on trouve toutes les normes liées au génie civil. Bon, pas seulement au génie civil, génie mécanique et tout. Tout ce qui est lié à la recherche, tout simplement. On attend que la norme s'ouvre là. Ok, la norme est là. Donc du coup, malheureusement, elle n'est pas téléchargeable tout simplement. Donc consultable directement en ligne. Donc là, on va aller à l'annexe F de la norme pour expliciter. L'annexe F, ouais. Je pense qu'on y est. L'annexe F, ouais, c'est ça. Donc, pour les classes d'exposition, qu'est-ce qu'on s'est dit? Oh, putain. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on regarde? Voilà. On voit sur cette première ligne, on va voir les différentes classes d'exposition. Tout simplement, les différentes classes d'exposition. Là, bon, on va pas entrer dans le rapport ESUSI, on va entrer maintenant dans la résistance minimale à la compression. Donc, c'est ça qui va attirer notre attention. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour une classe d'exposition XC1, le béton minimal, en fait, pour une classe d'exposition XC1, la résistance minimale recommandée par la norme est de 20 mégapascales. Et pour une classe d'exposition XC4, vous voyez le béton, la résistance minimale du béton est de 30 mégapascales. Donc, tout simplement. Donc, quand on rentre dans notre... On va donc rentrer dans notre projection là. Donc, on voit déjà que dans un même bâtiment, on peut pas, le béton utilisé pour la réalisation des dalles pour la superstructure ne sera pas le même béton qui sera utilisé pour la réalisation des dalles pour le sous-sol. Tout simplement parce que la classe d'exposition diffère. Donc, pareil aussi même pour le balcon. Donc, le béton qui est utilisé même pour la fabrication du balcon différent du béton qui sera utilisé pour la fabrication des dalles intérieures. Donc, il en est de même. Donc, si vous utilisez un même béton pour la fabrication, en fait, on suppose que vous avez
vous avez un projet avec un sous-sol, un bâtiment, c'est pas R+2 avec sous-sol, et que vous utilisez un même béton, par exemple un B25, tout simplement, pour réaliser tout l'ouvrage. Là, on réalise tout simplement que vous êtes en train de faire du n'importe quoi, tout simplement. Donc, du coup, l'environnement de l'ouvrage, ça compte énormément dans la fabrication du béton. Donc, le béton utilisé pour la dalle, malheureusement, ne peut pas être utilisé pour les bordures parce que la classe d'exposition diffère, tout simplement. Je pense que pour les bordures, on va voir un béton qui est exposé. Ce sera un béton, c'est un béton extérieur. Donc, non, même ce sera un béton extérieur non protégé. Donc, on est là à une classe d'exposition XC4, alternance d'humidité et de séchage. Donc, et un XC4 là, et pour un XC4, on a un béton minimal de. Je reviens. Ouais, XC4, on a un béton minimal. La résistance minimale doit être de 30 mégapascal, tout simplement. Donc, paramètre très important à prendre, l'environnement de l'ouvrage. Ok. Donc, après ça, le deuxième paramètre à prendre en compte également, c'est, bon, ça c'est les caractéristiques ici de la géométrie des ouvrages, donc le Dmax. Là, on va pas entrer dans les détails, donc du coup, il faut juste se rassurer que d'utiliser en fait les Dmax comprises entre 20 et 40 mm. Ça c'est pour les bâtiments et les ouvrages d'art. Et pour le barrage, on est entre 80 et 100 mm. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a ce tableau, il y a ces différents paramètres à vérifier pour les granulats. Bon. Il faut maximiser le diamètre. Tout simplement parce que là, la logique voudrait que bon, si vous avez un volume à remplir et qu'à côté vous avez des blocs que vous allez utiliser pour les remplir, pour vite les remplir, vous allez tout simplement aller porter les gros blocs pour vite les remplir. Donc, c'est ça, c'est l'astuce qui se cache derrière. On maximise le diamètre pour pouvoir vite remplir notre volume. En deux, il y a l'épaisseur. Donc, l'épaisseur, le diamètre doit être 5 fois inférieur à l'épaisseur minimale de notre pièce. Et tous les autres paramètres là, c'est en fonction du ferraillage que vous aurez eu. Vous allez donc juste vérifier ces paramètres en fonction du ferraillage que vous aurez. Donc là, c'est pas très, on va pas, bon, en fait, là c'est très facile, très trivial à vérifier. Par la suite, on va vérifier le critère spécifique des matériaux, tout simplement durcissant et durci. Là, on va prendre en compte la densité et la durabilité. Donc, pour ces paramètres, en fait, pour ce critère, on ne va pas entrer en détail. Mais plus loin, on verra qu'en prenant en compte, en minimisant le rapport E sur C, on pourra remplir tous ces. En fait, on pourra remplir ces critères tout simplement. Parce que là, la durabilité, quand on parle de durabilité, on parle de durabilité, on va voir après béton. L'après béton, qu'est-ce qui peut se passer? On va voir donc les pathologies qui peuvent affecter le béton. La carbonatation, la réaction sulfatique interne, la réaction alcali-granulat. Donc, toutes ces pathologies-là sont à prendre en compte dans la formulation. Ces paramètres, donc, pour les petits ouvrages, en fait, pour nos petits bâtiments, là, on peut pas. On va faire fi de cela. On va pas prendre en compte ce paramètre. Là, en gros, pour les granulats, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Bon, si vous avez à faire, il y a des essais, quand même des essais à faire. Bon. L'essai Los Angeles, l'essai Microdeval et de la propreté des granulats. Donc, du coup, pour nous, on va se dire que, en fait, si on a passé de moyens, on peut juste vérifier la propreté de nos granulats, tout simplement. Du coup, maintenant, les composants du béton. Qu'est-ce qu'on a? Quel ciment est-ce que je vais utiliser pour la fabrication de mon béton? Tout simplement, bon. Là, je ne vais pas entrer également dans les détails. Donc, dans la norme NFEN bar, vous aurez en fait des recommandations, tout simplement. Donc là, je vais prendre juste un exemple. Un tableau pris dans un article, tout simplement. Là, on a là des applications préférentielles. Et là, on a le type de ciment. Donc, par exemple, moi, j'ai utilisé pour l'exemple que j'ai fait plus tard, qu'on va voir. Là, j'ai utilisé un CM1.
CM1 de résistance caractéristique 52.5 R. Donc du coup, pourquoi? Parce que là, l'ouvrage nécessitait des... Parce que je me suis dit, l'ouvrage nécessite quand même des résistances finales élevées. Donc, dans le cahier de charge, c'était un béton utilisé pour la réalisation des ouvrages là. Alors c'est pour ça que j'ai choisi ce type de ciment. Donc en gros, dans la norme, vous verrez, il y a des recommandations en fonction. En fonction de l'environnement, en fonction du type d'ouvrage et tout. Donc là, j'ai juste un exemple. La norme NFEN EN 197 1 vous en dira plus. Bon, par la suite, on va voir quel granulat utiliser pour ma formulation. Bon, ici, là, tout simplement, on va faire l'hypothèse d'utiliser les matériaux locaux. Tout simplement parce que là, pour des bétons ordinaires, on n'a pas besoin des résistances car, en fait, la résistance caractéristique du granulat, beaucoup plus autres, souvent n'entre pas, on ne prend pas en compte la résistance, en fait. Bon, c'est pour ça on va se dire, ok, on va utiliser les matériaux locaux, tout simplement. Mais du coup, même si on veut utiliser les matériaux locaux, il faut se rassurer, il faut quand même vérifier un certain nombre de paramètres, tout simplement. Bon, dans notre cas, des bétons hydrauliques pour ouvrage courant et autres que les chaussées, donc il faut juste peut-être laisser l'eau changer l'air. Bon, là, on n'a pas besoin, on peut tout simplement vérifier à notre niveau, se rassurer que les granulats qu'on va utiliser sont propres, tout simplement. La propreté des granulats. Et enfin, la qualité de l'eau. Bon, du coup, là, à ce niveau, on peut également juste se rassurer de ne pas utiliser de l'eau polluée ou de l'eau souillée, tout simplement. Donc, et là, l'eau provenant des réseaux de distribution d'eau n'ont pas besoin de ça. Donc, si vous voulez en savoir plus, là, vous allez voir dans la norme NFEN, la norme NFEN 1008, tout simplement. Donc, dans la deuxième partie, donc, on va donc voir de manière concrète un exemple qui a été fait. Donc, pour cet exemple, qu'est-ce que j'ai choisi d'utiliser la formulation, d'utiliser la méthode de Thury-Goris pour la formulation, puisque c'est assez répandu et qui est. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit le minimum des choses à faire. En fait, je pense que c'est le seul essai à faire au laboratoire. Si on veut mettre en place une stratégie qui va nous permettre d'obtenir des résultats escomptés et d'avoir plus tard une expérience significative dans la formulation de béton. Donc, du coup, on sera capable de dire que, ok, avec tel granulat, tel granulat en provenance de telle région ou de telle carrière, on peut atteindre une résistance par exemple de 30 mégapascal ou de 40 mégapascal. Avec des granulats provenant de telle ou telle carrière, on ne peut pas atteindre une résistance par exemple de 50 mégapascal. Donc tout ça, il faut au minimum faire une analyse granulométrique tout simplement. Ce qui nous permettra d'avoir des retours d'expérience sur nos fabrications de béton. Donc là pour moi, qu'est-ce que j'ai fait? Là, ça c'était le gravier qui était présent sur le terrain, bon, au laboratoire. Là, ça c'était le sable qui était présent au laboratoire. Donc, on a dit l'hypothèse, on utilise les matériaux locaux. Donc, j'utilise des matériaux qui étaient à ma portée, tout simplement, sans toutefois chercher des caractéristiques particulières. Ok, là, c'est ce bac qui contient ces matériaux-là. Donc, par la suite, là, ça c'est le tracé des courbes. En fait, ça c'est l'analyse granulométrique, c'est le tracé des courbes de sable et de gravier, tout simplement. Bon, tout à l'heure, on va voir dans Excel. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire ici? Vous les envoyez au laboratoire, on vous donne les données et ensuite, peut-être vous pouvez le tracer vous-même dans Excel, tout simplement. Donc, comme je dis, ça c'est la courbe granulométrique du sable que j'avais tout à l'heure et la courbe granulométrique du gravier que vous avez vu précédemment. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comme cahier des charges, je me suis fixé. Donc d'abord, une résistance caractéristique FCK égale à 40 mégapascal. Donc, la classe du béton classe C 40, 50.
Donc, c'est 40-50. Donc, tout simplement, là, on va dire que la résistance à la compression avec 8 joules dans les éprouvettes cylindriques. Les éprouvettes cylindriques, c'est 40 mégapascals. Et dans les éprouvettes cubiques, c'est 50 mégapascals. C'est selon la norme NF. Ok, donc la résistance recherchée pour la mise en œuvre, on aura besoin d'un béton. Bon, le béton sera vibré normalement avec un affaissement au compte d'Abraham c'est égal à 8 cm. Et le béton sera utilisé autant pour moi pour la réalisation des ouvrages d'art. Ok, donc la recherche de la quantité de ciment, de la quantité d'or. Pour la méthode de Turgot-Ruiz, je pense que j'avais déjà mis un petit document dans le groupe qui nous permettait, bon, ça c'est juste pour un rappel tout simplement. Là-bas, vous allez voir en détail la méthode de Turgot-Ruiz. La méthode est bien détaillée avec un exemple à l'appui, tout simplement. Donc, là, je ne vais pas entrer dans les détails. Tout ce que je vais faire là, on va juste voir afficher les résultats. Là, donc, le rapport E sur C me donne, C sur E me donne 2,2. Donc, la norme NF, en fait, l'annexe F, autant pour moi, l'annexe F de la norme NF, EN bar 206 bar CN, préconise pour un béton de classe d'avoir un rapport E sur C minimum de 0,5, ce qui est également notre cas. Donc, si je me permets de rentrer dans la norme, là, tout simplement, je me permets là, on va voir ici, en fonction de notre classe d'exposition, tout simplement. En fonction de la classe d'exposition, bon, j'avais pris, on a pris une classe d'exposition XC4 et XF4, non, et XF1, ouais, ça c'était pour notre ouvrage là, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Dans le béton devait être quelle partie d'ouvrage? Parce que là c'est important, parce que même pour un pont, il faut différencier. Donc du coup, moi j'ai pris un FCK égal à 40 mégapascals déjà. Donc la classe minimale, la classe de résistance minimale est déjà respectée, tout simplement parce que là du coup il n'y a pas un béton inférieur, il n'y a pas une résistance inférieure à 40 mégapascals, supérieure à 40 mégapascals. Donc du coup j'ai déjà pris un C qui est supérieur à 40 mégapascals. Ok, bon, le rapport E sur C est là. Et la classe d'exposition était le XC4 et XF1. Donc, le rapport E sur C maximal est de 0,45 pour XC4 et de 0,55 pour XF1. Donc, et là, là, ce truc est largement atteint, tout simplement, comme on le voit. Donc, le rapport E sur C, donc ça c'est en faisant l'inverse du rapport C sur E pour avoir le rapport E sur C, donc qui nous a 0,45 largement inférieur à 0,5. Donc, c'est vérifié, on passe. La recherche de la quantité de ciment et de la quantité d'eau, tout simplement, connaissant le rapport C sur E, qui est l'affaissement au compte d'avance à l'aide de cette tableau, on détermine la quantité de ciment. Vous connaissez bien ça. Et là, on détermine la quantité d'eau. Bien évidemment, on apporte une correction vu que le Dmax est différent de 25. Et là également, il faut vérifier toujours selon la norme. Là, cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans la norme. En fait, la quantité de ciment d'abord est largement supérieure à la quantité minimum préconisé par la norme également. Donc, là, on a trouvé un béton, on a estimé une quantité de ciment, on a estimé comme quantité, on a estimé le ciment à 450 kg. Donc, en fait, la norme nous préconise d'avoir un minimum de 300 kg. Donc, là, ce paramètre également est vérifié. Donc, par la suite, là, on va tracer la courbe des références, tout simplement. Donc, dans cette partie, on va voir je vais rentrer dans la feuille Excel. On va tout simplement rentrer dans la feuille Excel. C'est là. Donc, là, ça sont les données après avoir passé le sable à la tamiseuse, tout, et après avoir mesuré
les refus cumulés, les refus partiels, ensuite on déduit les refus cumulés, ensuite les refus, et ensuite les tamisants. Donc là du coup si je sélectionne ça, ça c'était la courbe du sable, ça. C'est là. Donc vous voyez ces deux colonnes qui m'ont permis de tracer cette courbe granulométrique. Tout simplement, il en est de même, ça c'est le gravier qui est là. Le gravier qui est là. Donc vous allez voir ces deux cases sélectionnées. Les données qui m'ont permis donc de tracer la courbe granulométrique du gravier. Donc, maintenant la droite de référence, c'est ça qu'il fallait voir. Maintenant ça c'est la droite de référence. La droite de référence on a calculé ça. Bon bref, vous allez voir, vous savez déjà comment ça se passe. Là, on a déterminé les différents abscisses XA, YA, le point d'origine et le point de brisure B. Donc, non, pas le point de brisure, c'est le point de brisure, c'est A, le point A. Le B, c'est A pour abscisse de 100%, 12,5, le point O, abscisse 0,0. Donc, du coup, là, ça m'a permis de tracer ça. Donc, voilà. Là, si on le sélectionne, il est là. Les données sont là, les données qui m'ont permis d'avoir cette courbe de référence, tout simplement. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la feuille Excel. Donc, dans la feuille Excel, on commence tout simplement, vous allez commencer tout simplement par introduire en fait, les données venant du laboratoire, concernant l'analyse granulométrique, tout simplement. Et là, c'est ça. Donc, sur la même feuille Excel, vous pouvez tout faire, tout simplement, comme ça a été le cas ici pour moi. Donc, tout a été fait sur la feuille Excel ici, formulation de béton par la méthode de Treux-Gorich. Là, cahier des charges, caractéristiques du béton et tout. Donc, après avoir donc tracé la courbe de référence, tout simplement, bon, on va tracer la droite 5 et 95% et l'intersection avec la droite de brisure nous permet donc de déterminer le pourcentage de sable et le pourcentage de gravier, tout simplement. Donc, si je reviens dans la présentation, donc, par la suite, on a déjà déterminé le truc, le pourcentage de sable et de gravier. Ouais, qui était là. Bref, il fallait le préciser. Là, c'est ça. Là, on a trouvé. Ouais, c'est ça. Les proportions des granulats. Là, on a trouvé 42,2% de sable et 57,8% de gravier. Tout simplement. Donc, on rentre dans la présentation. L'étape suivante, c'est de déterminer le coefficient du mélange et déduction des volumes des granulats. Bon, ça également, c'est en fonction des caractéristiques qu'on s'est fixées. Donc, la consistance, on a opté pour une vibration normale. Vibration normale, le démarque c'est 12,5. Là, et un béton plastique, évidemment, il faut préciser, qui nous permet d'avoir le coefficient de compacité. Le coefficient de compacité granulaire. Donc, ensuite, on va déduire le volume des granulats et ainsi le volume du sable et du gravier. Bon. Ok. Ceci donc étant fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà les résultats, on a déjà les volumes, le volume du ciment, sable, gravier, le volume d'eau. On va passer donc à la formulation proprement dit. Ok. Là j'ai les points clés de la mise en œuvre. Parce que là dans cette partie, on va voir. En fait, avant d'aller proprement, avant d'afficher les résultats, on va voir le point clé. Le point clé de la formulation du béton. Ok. J'ai mis 3 points. Le rapport E sur C, 4 points pour moi. Le rapport E sur C. Le point phare de la formulation du béton, c'est ce rapport E sur C. Ensuite, il faut respecter rigoureusement cette quantité d'eau. Ce rapport E sur C. Donc, respecter rigoureusement la quantité d'eau que vous allez introduire dans le mélange. Et pour cela, vous allez déterminer la quantité d'eau contenue dans vos matériaux. Tout simplement, et vous rassurer que
assurer d'utiliser en fait les moyens appropriés pour la fabrication d'un béton. Donc, ce sera du n'importe quoi si tout est mis aux ordres comme on a souvent l'habitude de faire. Donc, le point clé pour en dire plus sur le rapport E sur C. Rapport E sur C. Donc, on peut se poser la question, comment est-ce que je peux augmenter réellement le rapport, en fait, comment est-ce que je peux augmenter la résistance caractéristique? Il suffit juste pas d'apporter beaucoup de ciment. Ok. Donc, pour illustrer ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ensemble parcourir un livre, en fait, que j'ai trouvé intéressant, éco-construction en béton. Donc, ici, au niveau du chapitre 3, conclusion du chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? Comme on le verra tout au long de ces livres, pour construire des structures durables et soutenables, il est impératif d'utiliser le béton de faible rapport E sur L. E sur L, ça veut dire, L veut dire lien équivalent, tout simplement. Donc, dans le cas où on a du ciment et des ajouts cimentaires, comme la cendre volante et tout. Donc, du coup, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple, tout simplement. Là, c'est la petite formule qui nous permet de déterminer ce lien-là. Ce lien équivalent, tout simplement. Donc là, on a le ciment, le lien équivalent égale le ciment, plus K, plus A. Donc le K est égal à ce qu'on appelle le coefficient d'équivalence. Le coefficient d'équivalence et le A, bon, ce sera la masse de l'ajout cimentaire qu'il faut apporter en plus du ciment. Par exemple, là, on a un exemple qui est donné sur un béton contenant 180 g de ciment supplémentaire et 50 kg d'addition calcaire. Donc, le lien équivalent égale à ça. Bon, le coefficient d'équivalence est là 0,25, donc le lien équivalent c'est 280 plus 35. Dans notre cas, si vous n'avez que du ciment, donc on aura à faire un rapport E sur C. Si on n'a que du ciment, on aura à faire un rapport E sur C. Donc, il dit, il est impératif d'utiliser des bétons de faible rapport E sur N et d'être capable d'en contrôler la valeur de façon aussi précise que possible. Tout simplement. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Donc, il faut bien, on attire bien l'attention là-dessus, de contrôler la valeur de façon aussi précise que possible. Il n'y a pas d'autre choix. Ceux qui ne sont pas convaincus que le rapport au lien est l'élément le plus fondamental dont dépend de la durabilité, la soutenabilité, la profitabilité et la survie de notre industrie peuvent fermer ces livres et rester dans l'erreur. Donc, là, il y a un truc. Il y a lieu de soulever, en fait, quelque chose d'intéressant. Donc, tout à l'heure, on parlait de respecter cette quantité-là. Le rapport E sur C, il faut respecter ce rapport. Donc, et pour respecter le rapport E sur C, ce sera du n'importe quoi. Si on se voit en train de faire des trucs pareils. Ouais, ça, par exemple, ça. Là, sur l'image. Là où les gâchis se font à même le sol, tout simplement. Pour la fabrication de béton. J'ai dit, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est également l'autre exemple. Donc, du coup, ce genre de truc-là, si vous avez pour objectif d'avoir des résistances élevées, d'avoir des résistances de béton élevées, mais le minimum, au moins, il faut avoir une petite bétonnière. On va dire comme ça. Parce que là, ça nous permet de maîtriser exactement la quantité d'eau qu'on introduit dans notre béton. Donc, tant qu'on n'est pas capable de maîtriser la quantité d'eau qu'on doit introduire dans le béton, on est en train de faire du n'importe quoi. Là, du moins, la quantité de ciment est très bien maîtrisée. Mais donc, il faut maintenant respecter la quantité d'eau qu'on introduit. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il dit? On va voir quelques exemples. On va voir quelques exemples, en fait, quelques ordres de grandeur. Ok.
Ok, d'accord, c'est ça. Donc, ici, augmenter la résistance. On peut augmenter la résistance en compression de 5 façons différentes, tout simplement. La première des choses, c'est en diminuant le rapport E sur C. Là, pour les autres méthodes, on ne va pas les citer, tout simplement. On va rester sur le premier cas. En diminuant le rapport E sur C. On va diminuer en diminuant le rapport E sur C. Donc, diminution du rapport E sur L ou E sur C. La façon la plus facile et la plus soutenable d'augmenter la résistance en compression à court terme est de diminuer le rapport E sur L. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, la diminution du rapport E sur L entraîne un rapprochement des particules du lien. Signification cachée du rapport E sur L. Durant l'hydratation des hydrates. Durant l'hydratation, les hydrates ont des distances plus courtes à parcourir pour ponter puis remplir les espaces entre les particules de ciment de telle sorte que la résistance initiale et finale en est augmentée. Donc le béton qui en résulte est plus durable. D'un point de vue de développement durable, c'est la meilleure solution. Exactement, donc diminuer le rapport E sur C. Donc, on va par la suite voir quelques ordres de grandeur, tout simplement, comme je disais. Donc là, on va à la page 132 pour voir quelques ordres de grandeur. 126, on est plus loin. Ouais. Ok. On va à la résistance maximum en compression en fonction de S sur L. Ouais, quand on a un rapport E sur L, autant pour moi, donc E sur C égale à 0,4, on peut atteindre la résistance maximale atteinte est de 50 mégapascal. Donc, pour les rapports E sur C égale à 0,35, on peut atteindre une résistance de 75, mais à condition, pour les bétons, comme on disait au départ, pour les bétons ordinaires, la résistance du granulat n'est pas prise en compte, tout simplement. Donc là, pour les bétons à haute performance, on a les gros granulats. Donc les gros granulats doivent être plus résistants que cette valeur. Donc ça, c'est pour les bétons à haute performance. Donc on va pas entrer là-dessus. Donc juste pour illustrer encore le truc là, on va prendre un exemple concret que vous connaissez déjà. Ouais. Là, c'est cet exemple-là que je voulais utiliser pour mieux illustrer l'exemple. En fait, pour mieux illustrer ce qu'on a dit plus haut. Vous voyez, la tour Burj Khalifa à Dubaï, le plus haut édifice au monde, en fait, ça c'était en 2008, a été construit avec un béton de faible rapport E sur L, affichant une résistance de calcul de 80 mégapascal et un module d'élasticité de calcul de 43,8 gigapascal. Valeur moyenne de 47,9 gigapascal. Pour fabriquer un tel béton, il a fallu réduire le rapport E sur L à 0,27. C'est ça. Vous voyez? On a réduit le rapport E sur L à 0,27. Donc du O sur lien. Dans le L, qu'est-ce qu'on avait utilisé? On avait utilisé du ciment. Donc la teneur en lien était de 484 kg par mètre cube avec 12% de cendre volant, 9% de fumée de silice. Donc, on a utilisé la cendre volant, de la fumée de silice et du ciment. Mais je voulais attirer l'attention sur ce fait. Le rapport E sur L. Donc, ça c'était pour attirer notre attention. Sur le rapport E sur C. Tout simplement. Sur le rapport E sur C. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte, réellement en compte. Donc, c'est ça qui nous permet, comme on l'a vu en conclusion là, c'est la clé de la fabrication de béton. Si on veut obtenir des résistances caractéristiques élevées, on doit respecter le rapport E sur L. Donc, je vais encore une fois projeter cette photo. Donc, il faut qu'on évite déjà... Il faut qu'on s'entende, quoi. Il faut qu'on évite d'utiliser de fabriquer le béton de cette façon. Là, c'est assuré du coup que la résistance ne sera jamais atteinte parce que là, il n'y a aucun contrôle sur la quantité d'eau que vous introduisez dans votre béton. On passe. On revient dans la présentation. Donc,
Même si on n'avait pas de bétonnière, bon, pour du moins si louer une bétonnière, en attendant d'avoir les moyens de nous en procurer une bétonnière. Donc, on a vu le point clé d'eau. Maintenant, la détermination de la quantité d'eau contenue dans les matériaux. Ok, moi j'ai mis entre parenthèses, un micro-ondes est suffisant. Donc, du coup, dans le cadre académique, on a souvent l'habitude d'utiliser des fours. Dans les laboratoires également, on utilise des fours chauffés à 105 degrés. Il faut sécher le matériau pendant 24 heures et revenir après faire des pesées. Donc, sur le terrain, par exemple, on dit on n'aura pas assez de temps pour faire peut-être tous ces essais. Ok? Nous, à notre niveau, en tant que petit entrepreneur, on peut utiliser des fours micro-ondes, tout simplement. Là, du coup, ça, c'est un exemple. En fait, l'exemple concret que j'ai fait, j'ai pas attendu 24 heures j'ai pas mis, en fait, j'avais à ma disposition un four, mais j'ai utilisé le micro-ondes. Pourquoi? Parce que même dans le laboratoire, ces micro-ondes sont utilisés pour sécher par exemple certains matériaux, pas tous les matériaux, mais certains. Donc là, j'ai utilisé le four à micro-ondes. Tout simplement, j'ai prélevé une quantité de sable. Et là, ça, c'est le micro-ondes qui a été utilisé. Dans le micro-ondes, je mets dans le micro-ondes après peut-être 15 à 20 minutes. Voilà. Le résultat est tout à fait satisfaisant. Donc là, j'ai éliminé tout l'eau qui était dans mon matériau. J'ai repéré ça dans mon sable. Et je détermine la quantité d'eau qui est dans ça. Donc cette quantité doit être déduite de la quantité d'eau qu'on a trouvée au départ. Tout simplement. Donc, encore sur ce point-là, vous pouvez déjà vous munir, en fait, vous pouvez vous procurer facilement un micro-ondes. Je ne sais pas combien, peut-être dans l'ordre de 50 000 francs, 40 000 francs. Donc du coup, tout ça concourt à faire quoi? Tout ça concourt à respecter le rapport E/C. Donc tant que vous n'êtes pas capable de respecter le rapport E/C, vous ne serez jamais capable de produire des bétons avec des résistances souhaitées, tout simplement. Donc vous n'allez pas maîtriser la fabrication de votre béton. Ok, donc on détermine la quantité d'eau contenue dans les matériaux, on va réduire la quantité d'eau qu'on a calculé au départ, vu que le matériau contient déjà une certaine quantité d'eau. Donc, là, on voit la fabrication. Là, ce sont les éprouvettes qui vont me permettre de faire mes écrasements. Ok. Là, ça, c'est l'affaissement que je cherchais. Là, ça, c'est le béton déjà fait et qui est déjà mis dans les éprouvettes là. Là, les éprouvettes sont mis dans des sachets et puis placés à une température de 20 degrés plus ou moins 2 degrés pour permettre d'atteindre plus rapidement la résistance avec 8 jours. Donc, par la suite, on a déterminé, en fait, j'ai fait les écrasements tout simplement. Donc là, on va voir juste un exemple qui a été fait. Je vais prendre l'image en fait. Un exemple qui a été fait. Ouais. Ça, c'est un essai d'écrasement sur une des éprouvettes. Je fais par mesure de faire. En fait, dans la vidéo, je ne peux pas vous donner. Je ne pouvais pas filmer tous les 12 éprouvettes. Parce que là, j'ai fait un béton pour 12 éprouvettes. Et là, on voit la résistance qui monte. On est déjà à 30 mégapascales. On avance. Donc, on précise que la résistance caractéristique visée était de 40 mégapascales, tout simplement. Là, on approche 35. Là, on est déjà largement supérieur à 35. Là, on approche déjà 40 mégapascales. Ouais, 40 mégapascales, oui, on dépasse déjà. C'est bien. Là, maintenant, on se rapproche vers 45 mégapascales. Mais la courbe chute déjà. Ok, donc malheureusement, on ne doit pas atteindre 45 mégapascales. Donc presque 45 mégapascales. Et c'est bon.
Ok, super. Donc, je rentre dans ma présentation et on va en conclusion. Qu'est-ce qu'on va se dire? Ça, c'est une partie très importante. Ok, là, j'ai fait 12 éprouvettes, en fait. J'ai fait les écrasements sur 12 éprouvettes. J'ai écrasé 12 éprouvettes. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que toutes les résistances que j'ai obtenues, bon, déjà, une bonne nouvelle, hein, on a obtenu les entre 38 et 45 mégapascales. Ouais. 38, 45, 44, 44, 41, 42, 45 mégapascales. Donc, du coup, est-ce que je peux donc dire que mon béton a une résistance caractéristique FCK égale à 40 mégapascales? Est-ce que je peux dire que mon béton a une résistance caractéristique FCK égale à 40 mégapascales? Donc, là, on va vérifier. Comment est-ce que donc, en fait, je vais me baser donc sur quoi pour donner une telle affirmation? Donc, pour vérifier cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va se référer à la norme, on va se référer à l'Eurocode. On va se référer à l'Eurocode. Donc, du coup, je reviens ici. Ressources documentaires. Ok, c'est ça. Ok, ouais. C'est ça. Donc, là, on va voir la loi normale. Ok. Donc, ça, c'est la loi normale pour une population de béton donnée. Donc, pourcentage d'essai d'une population statistique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On va dire que l'obtention de la valeur de FCK peut être illustrée sur la figure 6.3.2. Donc, représentant pour une population d'essai le pourcentage d'essai de la population correspondant à des classes données de résistance. Donc, fractile 5%. C'est ça la fractile 5% tout simplement. Vous voyez ça? Tout simplement. Bon, ici on donne la remarque. Bon, ok. Avant d'arriver à la remarque, qu'est-ce qu'on va se dire? Donc, dit que notre béton a une résistance caractéristique FCK égale à 40 mégapascales. C'est dire que quoi? C'est dire que la probabilité d'avoir une résistance caractéristique FCK inférieure ou égale à 40 mégapascales égale à 0,05 égale à 5%. Donc, cette probabilité, la probabilité d'avoir un béton dont la résistance caractéristique est inférieure à notre FCK à 40 mégapascales doit être inférieure ou égale à 0,055%, tout simplement. Donc là, on apporte la remarque, FCK n'est pas obligatoirement au centre de cette courbe puisque FC est une majoration forfaitaire de 8 mégapascales de la résistance caractéristique FCK. Donc du coup, il faut vérifier que les 5%, que dans tous les écrasements que tu vas faire, tu n'as que 5% de la population qui a une résistance caractéristique inférieure ou égale à 40 mégapascales. Donc, si tu as plus de 5%, donc pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement. Tout le monde connaît la loi normale, tout simplement. Ça sont les données. Là, on a les éprouvettes. On a les résistances caractéristiques FCK. Là, on fait juste une analyse. En fait, on va aller regarder un peu nos cours de deuxième. Les cours de probastat.
de deuxième ou troisième année, je pense très bien. Donc, du coup, là, on calcule xi. Xi moins xi bar dans la moyenne. Xi moins xi bar, c'est la moyenne. Après, on a le xi moins xi bar au carré. Et là, du coup, les quatre types, c'est somme de xi moins xi bar au carré sur n. C'est ça qui me donne l'écart type là. Donc, c'est ça que j'ai reporté ici, tout simplement. Parce que, ouais, donc, la somme de xi moins xi bar au carré sur la moyenne, sur le nombre. Et là, on a l'écart type. L'écart type qui est la racine carrée de la variable, tout simplement. L'écart type me donne 4. Donc, avec ça, je trace donc la loi normale que suit les 12 éprouvettes que j'ai écrasées. Et là, du coup, je déduis quoi? Tout simplement, je calcule donc la probabilité. Donc, ayant déjà tracé ça, donc, je peux calculer, j'ai tracé ça pour différentes valeurs de FCK. 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, jusqu'à 66 mégapascal. Je calcule donc la probabilité FCK. Donc, qui est la loi normale, c'est la moyenne, l'écart type et tout. Je trouve 6,60, donc 6,7%, malheureusement. Donc, qui est différent de 5%, donc qui est supérieur, pas différent, qui est supérieur à 5%. Donc, mon béton n'a pas, je ne peux pas attribuer à mon béton une résistance caractéristique FCK égale 40 mégapascal. Ok. Mais pour le 39 mégapascal, donc j'ai trouvé 4%. Donc, au final, en fait, si j'avais introduit ces données dans une machine, je dirais plutôt que mon béton a une résistance caractéristique FCK égale à 39 mégapascal. Donc, par la suite, si je veux avoir réellement ma résistance FCK égale à 40 mégapascal, je pourrais ajuster un certain nombre de paramètres, comme le rapport E sur C par exemple. Donc, je peux réduire un peu la quantité d'eau. En fait, ouais, plus ou moins, je peux retirer la quantité d'eau que je peux jouer sur le rapport E sur C, tout simplement, sans toutefois refaire la formulation du début jusqu'à la fin. Donc, je peux jouer sur le rapport E sur C pour atteindre la résistance souhaitée. Donc, du coup, on voit l'importance, vous voyez. Donc, c'est pas le fait d'avoir des résistances supérieures à 40 mégapascal ne confère pas à mon béton une résistance caractéristique FCK égale à 40 mégapascal, tout simplement. Donc, ça peut être utile pour une mission de contrôle, par exemple. Donc, on va voir l'importance de cette méthode. Cette méthode nous permet donc de vérifier, par exemple, dans le cas d'une mission de contrôle, qu'une entreprise X utilise réellement la résistance, en fait, la résistance du béton qui lui avait été demandée, en fait, la résistance qui est inscrite dans le cahier de charge. Donc, si vous êtes dans une mission de contrôle, donc il ne suffit pas d'avoir 2-3 éprouvettes qui m'ont donné une résistance supérieure à 40 mégapascal que je vais affirmer du coup que mon béton a une résistance caractéristique FCK égale à 40 mégapascal. Dans ce cas-là, on peut bien utiliser cette méthode-là pour vérifier. Et les outils, bon, là il faut également préciser, les outils sont simples d'usage, tout simplement. Une feuille Excel est suffisant. Ok, donc en fin de compte, on voit que mon béton n'avait pas une résistance caractéristique. Bon, j'ai pas atteint les 40 mégapascal, bon, plus ou moins 1. J'étais quand même à 39 mégapascal, ce qui n'est pas rien. Ouais, tout ça en utilisant il n'y a pas eu de formule magique qui a été utilisée, tout simplement. En respectant les normes, en respectant le rapport E sur C, parce que le malaxage a été fait dans une bétonnière, tout simplement. Donc, en respectant les normes, en respectant le rapport E sur C, tout simplement. Donc, même ce rapport devait être encore un peu plus, il faut être encore un peu plus rigoureux dans la fabrication du béton. Donc, je pense que si j'avais été également un peu plus rigoureux, j'aurais atteint facilement cette résistance-là de 40 mégapascal. Donc, voilà un peu comment ce qu'on peut s'y prendre pour atteindre des résistances aussi, pour atteindre les résistances souhaitées, tout simplement. Donc, avant de finir, on va également voir un petit truc qui a été dit précédemment.
il y a l'aspect béton à haute performance. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit précédemment? On a dit pour le béton ordinaire, bon, caractéristique, le matériau n'entre pas en compte dans la fabrication. On ne prend pas en compte la résistance du matériau pour la fabrication du béton. Et pour le béton à haute performance, il faut prendre en compte ce paramètre. Donc du coup, pour nuancer un peu, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il y a aussi une bonne nouvelle aussi, c'est que les bétons ordinaires, les résistances varient de 20 à 50 mégapascales. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que on est capable de fabriquer des bétons variant de 0 avec entre 20 et 50 mégapascales sans prendre en compte l'aspect matériau, sans prendre en compte la résistance du matériau. Donc c'est suffisant. On a là, on a une comment je vais dire ça? Donc ça veut dire on n'est pas limité en fait, on n'est pas limité dans la fabrication des bétons. Il suffit juste de mettre en place des moyens appropriés, des formules en fait, de mettre en œuvre une stratégie qui va nous permettre tout simplement de fabriquer des bétons. Donc respecter les normes, respecter le rapport ESUC et le tout est joué. Donc pour vérifier ce paramètre-là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je me suis donné pour objectif de fabriquer un béton à haute performance. Bon, on a dit pour avoir des hautes résistances, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer sur le rapport ESUC. Donc, dans le béton ordinaire, qu'est-ce que j'avais? Si je regarde bien, j'ai un rapport ESUC égal à 0,45, je pense, ouais. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. On a un rapport ESUC égal à 0,45. Non, bon, là j'ai plutôt le rapport C sur E. Non, l'inverse va me donner le rapport C sur E de 0,45. 0,45. Donc, pour le béton à haute performance, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fixé un rapport ESUC. Bon, là j'avais un rapport ESUC de 0,35, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est là. C'est ça. C'est ça. Le rapport ESUC. 0,33. Je sais pas plus 35, mais 0,33. Bon. J'ai maintenu le même granulat. En fait, la même courbe de granularité. Donc, ça veut dire que je n'ai pas changé mes granulats. J'ai maintenu le même sable, le même gravier. Sauf que ce qui va changer, ce sont les quantités. Bon, ce ne sont pas les quantités, ce sont les volumes. Les pourcentages sont les mêmes. Juste, ce sont les quantités qui vont devoir changer parce que en changeant, en fait, en faisant varier le rapport C sur E, le volume, en fait, la quantité de ciment et la quantité d'eau vont varier. Et la résistance souhaitée était de combien? FC 60 mégapascales. 60 mégapascales. Donc, mais malheureusement, vous voyez, non. Non, en fait, on va pas rentrer dans l'aspect écrasement parce que j'ai fait des écrasements, mais malheureusement, j'ai pas obtenu 60 mégapascales. Donc, on voit également que quand le rapport E sur E baisse, la résistance caractéristique augmente considérablement. Donc, quand le rapport E sur C baisse, la résistance caractéristique augmente considérablement. Donc, pour les essais, si j'ai enregistré, le maximum était de 55 mégapascales. Donc, je peux le voir ici. Je pense que j'ai fait quelques essais. On va le voir là. Là. Béton. Et
Ok, ouais. Qu'on ne fasse pas avec tout le monde. Là, on avance vite fait. Voilà. Ça c'est un béton à haute performance. En fait, ça c'est l'essai de construction sur un béton à haute performance que j'ai fait. Donc du coup, si on augmente, si on regarde bien là, on est là à plus de 50 mégapascales. Là, ça ne fait qu'augmenter. Ok, là, pause. Donc, vous voyez là que j'ai atteint. On a dépassé les 45 mégas, 50, non, on est à presque 52 mégapascales. Tout simplement. Là, on a 52 mégapascales. Alors, en jouant donc sur ce rapport là, donc, en jouant sur le rapport, il est où là? Ouais. En jouant sur le rapport E sur C, j'ai augmenté considérablement le rapport, la résistance à la compression. Pour le béton ordinaire, on avait un rapport E sur C 0,45. Ouais, je pense que c'est ça. Pour un béton à haute performance, donc je visais 60 mégapascales et le rapport E sur C me donnait 0,33. Donc, on voit là qu'en jouant, donc, ça vient confirmer ce qui a été dit dans le livre précédemment. Donc, en jouant sur le paramètre E sur C, on peut augmenter considérablement la résistance caractéristique de notre béton. Tout simplement. Donc, on peut également voir d'autres essais. Je pense que j'ai atteint 55 mégapascales. Lors de ces essais-là. Ouais. Ok, là j'avance. On dépasse largement déjà les 40. 45 déjà. Là on approche 50. On approche 50. Là également on dépasse largement 50 déjà. Ouais. Là on se rapproche déjà de 55 mégapascales. Descend. Ouais, 55 mégapascales. Non, là je vais rentrer un tout petit peu. Ouais. 55 mégapascales. Là. Ouais, on atteint 55 mégapascales. Mais on n'a pas atteint la résistance souhaitée, 60 mégapascales. Donc, ce qui vient encore nous dire pour des bétons à haute performance, on va prendre en compte le granulat. Donc, le granulat que j'avais ne peut pas me permettre de fabriquer un béton à haute performance, tout simplement. Parce que là, du coup, dans le livre Éco-construction, il a bien dit ceci, il faut avoir... Oh, malheureusement, j'ai fermé tout ça. J'ai fermé là. Non. Il faut que la résistance granulat soit supérieure à la résistance même du béton. En fait, à la résistance escomptée du béton. Non, on va se dire, le point clé, E sur C, respecter le rapport E sur C, tout simplement. Donc, là, on va finir l'essai. On va voir s'il y en a. Ouais, je pense qu'on s'est arrêté là. Hein. « 65 mégapascales. 55 mégapascales. Là, je remets un peu. Bon, 55 mégapascales de résistance.
Ok. D'accord. Bon. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre vidéo. Ok. Donc, pour la construction de la courbe granulométrique et tout, là, il faut devoir regarder sur YouTube tout simplement comment construire une courbe granulométrique à partir d'Excel, tout simplement. Bon, tout c'était fait sur cette même feuille Excel. Du coup, donc, sur YouTube, vous trouverez pas mal d'exemples là qui vous expliquent comment vous pouvez construire une courbe granulométrique sur notre feuille Excel. Donc, en conclusion, on va voir que on n'a pas besoin, en tant qu'entrepreneur, de se déplacer pour aller dans les laboratoires pour faire des essais. Donc, le seul truc, étant donné qu'on sait qu'on s'approvisionne dans tel chantier, ou pas dans tel chantier, dans telle carrière, donc en gros, en conclusion, qu'est-ce qu'on va se dire? Pour nous, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'on remarque en fait? On n'a pas besoin d'avoir un laboratoire pour pouvoir produire des terres résistantes. On n'a pas besoin. Donc, une fois qu'on sait qu'on s'approvisionne dans telle carrière, il suffit de faire des prélèvements dans cette carrière, d'aller faire une analyse granulométrique. Bon, ça c'est pas pour, vous n'allez pas faire ça une fois pour toute la vie. Peut-être vous allez vous fixer des périodes où vous allez renouveler ces essais-là une fois, bon, pour rassurer que les résultats concordent tout simplement. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est tout. Vous avez les données, vous les introduisez. Vous avez une feuille Excel et c'est tout. Vous avez un four micro-ondes, vous avez une petite bétonnière, même vous pouvez louer une petite bétonnière. Et je pense qu'avec tous, en prenant en compte tous ces petits, avec tous ces petits outils-là, c'est facile donc pour nous d'avoir des résistances vraiment escomptées, d'avoir des résistances supérieures à 30 mégapascales. Bon, je ne sais pas jusqu'ici combien est-ce que vous utilisez dans vos chantiers, mais je pense que le béton ordinaire varie de 20 à 50 mégapascales et qu'on peut facilement fabriquer un béton de résistance, un béton de 40 mégapascales, un béton de 30 mégapascales, un béton de 50 mégapascales. Donc, et là, il n'y a pas de formule magique, tout simplement. Ok? Non. Je ne dis pas non plus que tout ce que j'ai dit, en fait, si vous avez des remarques, tout simplement, il faut les mettre dans le groupe, on va en discuter.